Qu'est-ce que c'était ça? La randonnée de l'homme et de la femme à travers une partie doucement vallonnée des montagnes rocheuses vient de prendre un tournant dangereux. Il y a quelque chose là-bas dans le buisson, dit l'homme avant de se placer devant elle dans une pose défensive. Ils observent attentivement le buisson. Un léger bruissement des feuilles suggère quelque chose à l'intérieur. L'homme ramasse un bâton par terre et le tient devant lui, prêt à frapper la bête redoutable qui se cache dans les sous-bois. Le bruissement s'arrête, mais l'homme ne bouge pas de sa position de protection. « Tu penses qu'il est parti ?» demande la femme. L'homme n'est pas sûr. Il se penche vers le buisson, cherchant des signes de ce qui pourrait se cacher à l'intérieur quand... Ah! L'homme crie et tombe en arrière alors que la créature émerge du buisson. « Oh !» dit la femme. « C'est un pika !» Elle s'agenouille pour examiner la petite créature adorable. Les pikas, semblables à des lapins aux petites oreilles arrondies, sont originaires d'une partie du Colorado. Elle le regarde sauter hors du sentier, avant de se retourner pour voir son ami emmêlé dans les branches d'un arbre. Elle rit en lui tendant la main pour l'aider à s'extraire de sa situation difficile. « Tu vas bien ?» demande-t-elle, riant. Oui, il va bien. Seul son orgueil a été blessé. Il remarque une petite tache rouge sur son bras et la frotte, mais cela ne semble pas du tout faire mal. Cependant, son attention est captée par la femme, admirant l'arbre où il était coincé. Libéré, il peut maintenant voir l'incroyable arbre. Il ressemble à un énorme épicéa bleu, mais le nom est un contresens total, car cet arbre est d'une couleur rouge vibrante. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, dit-elle, et l'homme non plus. Aucun ne connaît son espèce. Étrangement, il ne semble pas y avoir d'autres similaires. C'est peut-être dû à un défaut génétique étrange qui change les épicéas bleus en rouge. » Après avoir admiré l'arbre, le duo décide qu'il est temps de retourner à la voiture après leur randonnée. Elle plaisante qu'il est sûrement fatigué après sa rencontre avec un animal sauvage. Il rit malgré son ego blessé. L'homme arrête sa voiture devant la maison de la femme et elle le remercie de l'avoir emmenée en randonnée. Cependant, alors qu'elle sort, il l'arrête. Il lui demande si elle veut faire autre chose, comme dîner. Elle remercie l'homme pour son offre, mais doit se lever tôt pour le travail le lendemain. Juste un verre rapide alors, 1 heure, 30 minutes. La femme fait de son mieux pour ne pas blesser son ami, expliquant qu'elle l'aime en tant qu'ami et seulement en tant que tel. L'homme ouvre la bouche pour répondre, mais elle l'arrête. S'il appréciait leur amitié, il n'essaierait pas de l'exploiter pour sortir avec elle. L'homme semble encore avoir eu sa fierté brisée. Il s'excuse et admet qu'elle a raison. Il passe un tel moment avec elle qu'il ne veut pas que cela finisse. Elle lui donne un triste sourire en fermant la porte de la voiture et il la regarde entrer dans sa maison avant de finalement s'éloigner. C'est 2 semaines plus tard que le téléphone de l'homme sonne. C'est son amie, elle explique qu'elle a beaucoup réfléchi à ce qu'il a dit dans la voiture et qu'elle aime aussi passer du temps avec lui. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus dans leur relation. L'homme n'en revient pas. Est-ce que cela se passe vraiment? La femme est sérieuse. Elle aimerait accepter son offre de dîner s'il est toujours intéressé. C'est elle qui invite. Elle veut savoir ce qu'il fait en ce moment. Ah! L'homme crie soudainement de douleur. Est-ce correct? Quel bruit? Oui, je vais bien, ce n'était rien, dit-il. C'est juste que maintenant, ce n'est pas le bon moment. La femme est perplexe, pensant qu'il voulait la voir. Elle explique qu'elle quitte la ville pour un voyage d'affaires le lendemain et qu'elle sera absente pendant quelques semaines. Elle espérait pouvoir le voir avant de partir, mais... L'homme crie de nouveau de douleur. Il lui dit qu'il ne se sent pas bien depuis le début de la journée, mais qu'il ira bien. D'accord, rétablis-toi vite. Je t'appellerai quand je reviendrai. Ils échangent des au revoir et l'homme raccroche le téléphone. L'homme a l'air terrible. Sa peau est pâle et son visage semble creux et émacié. Il regarde son bras et voit que les veines elles-mêmes semblent bouger, pulser et vibrer. Il hurle de nouveau de douleur et tombe au sol, agrippant son bras. Après s'être tordu de douleur sur le sol, il parvient à rassembler la force nécessaire pour atteindre le téléphone. Sa main fouille la table au-dessus de lui. Et finalement, il réussit à le faire tomber. Il saisit le téléphone et commence à composer. 9, 1, avant qu'il puisse appuyer de nouveau sur 1. Une autre vague de douleur intense et brûlante le consume. Plusieurs semaines plus tard, la femme se tient à l'extérieur de la maison de l'homme. Des courriers et journaux s'entassent sur son porche, indiquant une absence prolongée. Elle frappe à la porte, sans réponse. Bonjour, elle appelle, sans réponse. Elle est très inquiète. Malgré plusieurs tentatives d'appel, il n'a jamais répondu ni rappelé. Elle essaie la poignée de la porte et à sa surprise, la porte d'entrée s'ouvre. Elle entre et la pièce est sombre. Elle est également immédiatement frappée par une forte odeur de peine. Elle cherche sur le mur et trouve l'interrupteur.
Elle allume les lumières et n'arrive pas à croire ce qu'elle voit devant elle. Là, au milieu de la pièce, se trouve un énorme sapin, dont les branches supérieures pressent contre le plafond. Elle tend la main et touche les branches rouges vifs de l'arbre. Elles se sentent collantes et humides. Elle retire sa main et regarde en bas pour voir qu'elle est couverte d'une substance rouge. Elle remarque alors quelque chose d'autre. Coincé parmi le tronc à la base de l'arbre, se trouve le corps à moitié consommé de son ami. Malheureusement, ce couple ne verra jamais leurs sentiments grandir. Car à leur insu, ce bel arbre est en réalité une anomalie très mortelle, connue de la fondation SCP sous le nom de SCP-867, mais qui est peut-être mieux connue sous son surnom très approprié, l'épinette de sang. SCP-867 est, ou du moins semble être, assez similaire à l'espèce d'arbre Picea pungens, mieux connu sous le nom d'épinette bleue. Il y a bien sûr de nombreuses différences marquantes entre 867 et son équivalent non anomale. Visuellement, et le plus évident, est la coloration. Alors que les épicéas bleus, comme leur nom l'indique, sont généralement de couleur bleu-vert, SCP-867 est d'un rouge profond et vibrant. Il y a aussi une autre différence visuelle majeure. L'épicéa de sang ne possède pas de cône de graines attendu. Vous vous demandez sûrement comment SCP-867 se reproduit sans pomme de pin pour protéger et propager ses graines. La réponse à cette question est ce qui rend cet arbre magnifique une anomalie si dangereuse. Le secret de la reproduction de SCP-867 se trouve dans ses feuilles. Malgré leur ressemblance avec des aiguilles de pin, les feuilles de SCP-867 sont bel et bien des aiguilles. Leur structure est très similaire à celle des aiguilles hypodermiques, et chacune contient une seule graine longue et mince qui se situe au-dessus d'une petite poche de gaz à la base. L'arbre réagit immédiatement lorsqu'une créature vivante touche ses feuilles. Cela déclenche la libération de la poche de gaz à la base de la feuille, qui injecte la graine dans la peau de ce qui l'a touchée. Le processus ressemble à celui des auto-injecteurs, utilisés pour traiter les réactions allergiques rapidement. La graine elle-même est extrêmement petite et est recouverte d'un liquide qui a à la fois des propriétés anesthésiques et coagulantes, ce qui rend le processus pratiquement indétectable. Une fois implantées dans la peau, ces graines peuvent rester dormantes jusqu'à 2 semaines avant de commencer le processus de germination et que l'horreur véritable de SCP-867 soit révélée. Quand les graines germent et grandissent, elles n'essaieront pas de percer la peau comme une plante sort du sol. L'étrange plante grandira et se propagera dans le système circulatoire de son hôte. Ce processus est extrêmement douloureux pour l'hôte. Les vrilles de la plante serpentent à travers leurs veines et leur système capillaire, s'étirant et pressant contre eux alors que l'épinette de sang grandit en eux. Finalement, la taille toujours croissante des vrilles de la plante devient trop importante et les veines commencent à se rompre. Cela provoque de graves hémorragies internes, suivies de la mort de l'hôte. L'ensemble du processus est assez rapide, ne prenant que 24 heures depuis la première germination des graines jusqu'à la mort de l'hôte. Mais ce seul jour semblera une éternité à l'individu affligé, car il sentira la plante grandir rapidement à l'intérieur de son corps. Mais même si l'hôte est décédé, cet arbre parasitoïde est loin d'en avoir fini avec lui, ou du moins avec son corps. Après le décès, une nouvelle instance de l'épicéa de sang surgira du corps. L'arbre rouge est assez petit au début, mais il continuera à croître rapidement, tout comme il l'a fait à l'intérieur du corps de son hôte, et peut atteindre sa maturité en seulement 30 jours. Contrairement à la majorité des plantes, SCP-867 peut croître sans dépendre des conditions de lumière ou de sol, n'effectuant pas de photosynthèse pour sa nutrition. Non, cette plante est carnivore. Le SCP-867 consomme progressivement le corps de son hôte jusqu'à ne laisser qu'un arbre rouge sans à mesure qu'il grandit. Les instances de SCP-867 ont été identifiées pour la première fois dans le Colorado pendant les années 1990 suite à des rapports de nombreuses disparitions de randonneurs et de gardes forestiers. La fondation SCP a envoyé une équipe dans la région pour enquêter, et ils ont rapidement découvert de nombreux cas de l'arbre précédemment non identifiés. Plusieurs spécimens encore jeunes ont été acquis, bien que malheureusement cela ait conduit à la mort de plusieurs agents qui n'étaient pas encore conscients de la dangerosité des épicéas rouges. Plusieurs spécimens ont été confinés et destinés à la recherche après une évaluation précise de leurs menaces, tandis que tous les autres cas sauvages identifiés ont été éliminés. Les instances restantes de SCP-867 classées comme Euclide sont désormais conservées sur un site de bioconfinement de la Fondation. Le contact direct avec les plantes n'est généralement pas autorisé. Des rovers à distance sont utilisés pour la plupart des tests et de l'entretien. Si un humain doit entrer dans la cellule de confinement 867 pour une raison, il doit porter une combinaison hazmat avec sous-couche en Kevlar et subir un traitement herbicide et une inspection à la sortie.
Si des signes de perforation sont trouvés, ils devront se mettre en quarantaine pour au moins 15 jours. Ah, la nature. Si belle et apaisante, elle semble pourtant déterminée à nous tuer de toutes les manières possibles. Si vous faites de la randonnée ou du camping dans les bois, essayez de vous souvenir de cet adage extrêmement célèbre que j'ai peut-être ou peut-être pas inventé. Il dit « 3 feuilles, laissez-les être. Des aiguilles rouges, eh bien, vous êtes probablement déjà mort. » Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-021 le ver de peau pour une autre anomalie mortelle aux tendances parasitaires. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune anomalie alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans les archives classifiées de la Fondation SCP.